Chers étudiants, bonjour. Je suis votre professeur Raoui Bouchra du cours de Management 2. Je m'adresse spécifiquement aux étudiants inscrits en licence d'études fondamentales en sciences économiques et gestion en semestre 2, groupe 6. L'objectif principal de la matière est la découverte et la compréhension des principales approches théoriques. Les cadres conceptuels proposés par les théories permettront de caractériser les différents types d'organisations et d'en comprendre le fonctionnement. Leur connaissance est donc indispensable à toute personne qui exerce ou se destine à exercer des responsabilités managériales dans une organisation privée, entreprise, publique, les OP, ou associative, qui sont les associations. Nous avons aussi défini les 3 types d'organisations que nous avons supportés par des exemples concrets sur le territoire marocain. Nous avons par la suite défini les caractéristiques communes à toutes les organisations. Parmi autres, il y a une finalité, c'est-à-dire un objectif à long terme partagé par l'ensemble des membres de l'organisation. On a aussi défini les facteurs de contingence interne à l'organisation qui divergent d'une organisation à une autre. Le management et l'organisation sont 2 notions étroitement associées, comme on l'a bien vu, en pratique et en théorie. De la qualité du management vont dépendre le degré de réalisation des objectifs de l'organisation et sa performance. Il est donc essentiel de définir l'espace organisationnel tel qu'on l'a fait avant d'étudier ou de passer à l'étude du concept de management. On est passé alors à la notion de management qui provient du verbe latin gerer, qui signifie gérer, administrer, mener ou mener à bien, diriger et même gouverner. Le management est tout d'abord des bases, des techniques que l'on peut décrire en 5 principaux points qu'on a vus durant la première séance, qui sont la définition d'objectifs, l'organisation, l'allocation des ressources, le contrôle et l'animation. Cette partie du cours de management est constituée des théories classiques qui sont l'école classique, l'école des relations humaines et l'école néoclassique, qui présentent ainsi les fondements de la théorie des organisations. La rationalisation du facteur humain, la prise en compte des relations humaines et la conception du management en tant que fonction à part entière sont successivement abordées. À travers l'étude de l'école classique, nous avons traité la théorie de Taylor, la théorie de Fayol et celle de Max Weber. Pour faire face à la faible productivité des ateliers, Taylor a proposé l'organisation scientifique du travail qui se base sur 3 objectifs, qui sont la maîtrise du temps, la maîtrise des méthodes de travail et la prescription des tâches. Pour ce qui est de la maîtrise du temps, Taylor préconise de chronométrer chaque tâche et de déterminer le temps minimum nécessaire pour réaliser cette tâche. La maîtrise des méthodes de travail, à travers laquelle les opérations inutiles seront supprimées, et pour chaque opération conservée, la meilleure méthode est sélectionnée. Enfin, la prescription des tâches. Pour chaque ouvrier se voit affecté à une tâche précise, à exécuter dans un temps précis et selon un mode opératoire imposé. Fayol, quant à lui, a vu la naissance du management. Dans les entreprises, il a distingué 6 fonctions. La fonction technique, la production, la fonction commerciale, achat et vente. La fonction financière, c'est de s'assurer de la disponibilité des capitaux. La fonction de sécurité, incendie et vol, grève. La fonction comptable, situation économique de l'entreprise, pour enfin arriver à la fonction administrative, appelée maintenant le management. À travers ces 3 théories qu'on a étudiées se rapportant à l'école classique, il y a différents apports, notamment avoir montré que la performance de l'entreprise passe par l'amélioration de son organisation, qui est la démarche scientifique, et aussi le respect de la hiérarchie quant à la gestion du personnel, le contrôle de l'autorité et les décisions du sommet hiérarchique. La deuxième école des théories classiques est l'école des relations humaines, qui a fait des travaux sur la motivation et sur la conduite des groupes pour faire face à la grande critique ou à la principale critique de l'école classique qui est la négligence de l'être humain dans une organisation. Les travaux sur la motivation de l'école des relations humaines a été principalement étudié par 2 théoriciens qui sont Abraham Maslow
qui a étudié la pyramide des besoins, et Frédéric Hirsberg, qui a étudié la théorie des deux facteurs. Pour ce qui est des travaux sur la conduite des groupes, elle a été étudiée par plusieurs théoriciens, parmi lesquels il y a Kurt Lewin, le management participatif démocratique, Aguirre, qui a étudié les structures, Marc Gregor, qui a étudié la théorie X et Y, et Likert, qui a étudié les différents styles de management. Abraham Maslow a étudié la pyramide des besoins à travers deux groupes de besoins, qui sont les besoins primaires et les besoins secondaires. Pour ce qui est des besoins primaires, on a les besoins psychologiques, besoins de sécurité. Pour ce qui est des besoins secondaires, on a les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins de réalisation. Pour ce qui est des besoins psychologiques, qui sont liés à la survie de l'individu, qui sont manger, boire et dormir, les besoins de sécurité, quant à eux, sont liés à la sécurité de l'abri, des revenus et des ressources, sécurité physique contre la violence et l'agression, sécurité morale et psychologique, la sécurité de stabilité familiale et la sécurité médicale. Pour ce qui est des besoins d'appartenance qui correspondent à leur tour aux besoins d'amour et de relation des personnes, les besoins d'estime correspondent aux besoins de considération, de réputation et de reconnaissance. Enfin, les besoins de réalisation correspondent à leur tour aux besoins de se réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel dans tous les domaines. Pour Maslow, il est primordial de satisfaire les besoins primaires pour passer aux besoins secondaires. Les sources de motivation ont particulièrement été étudiées par Hirsberg, qui fait une distinction entre facteurs d'hygiène et facteurs valorisants. Les facteurs d'hygiène ou de contexte déterminant le niveau d'insatisfaction fort et faible, et les facteurs valorisants ou de contenu déterminent le niveau de satisfaction fort et faible. Au fond, Hirsberg considère qu'il existe deux types de besoins, le besoin psychologique d'éviter la souffrance, le bas de la pyramide de Maslow, et le besoin psychologique de réaliser, le haut de la pyramide de Maslow. Il s'agit pour les facteurs d'hygiène des conditions de travail, des relations de travail avec les collègues et la hiérarchie, la sécurité de l'emploi, de la politique générale de l'entreprise et de la rémunération. Pour ce qui est des facteurs valorisants, il s'agit de l'intérêt pour le travail, l'accomplissement au travail, sa reconnaissance, la responsabilité et l'avancement. Selon Hirsberg, plus le degré de satisfaction est élevé, plus l'individu est incité à agir et à faire des efforts. En revanche, si le degré d'insatisfaction est faible, l'individu est dans un état de confort et n'est pas incité à modifier son comportement. Les facteurs motivants sont liés au contenu des tâches et c'est en rendant le travail plus intéressant, moins ennuyeux et moins routinier qu'on motive les individus. Cela passe par une plus grande autonomie des individus dans la conception et le contrôle, par une plus grande variété des tâches, en déparcellisant et en élargissant les tâches, ainsi que par un retour donné à l'individu sur les résultats et l'utilité de son travail. Selon Hirsberg, ce n'est donc pas en jouant sur les conditions de travail et les stimulants monétaires que l'on obtient une satisfaction et une motivation plus élevées. Comme exemple, en 1990, Volvo ouvre en Suède une usine où le travail à la chaîne est supprimé et remplacé par une organisation en équipe, chacune réalisant l'assemblage des véhicules de A à Z. On va passer maintenant aux travaux sur la conduite des groupes de l'école des relations humaines, qui a été étudiée par différents théoriciens. La conduite des groupes est à la base d'une pratique psychosociale. Un lien est donc fait entre les dispositifs de groupe, les systèmes d'organisation et le fonctionnement institutionnel. On va commencer par Kurt Lewin, qui a étudié la dynamique de groupe. Kurt Lewin montre la supériorité du management participatif sur le management directif. Par management directif, ce management repose sur des procédures strictes et non négociables. Le management impose ses idées, ses méthodes, ses objectifs. Les collaborateurs n'ont pas de prise de décision possible et leurs idées ne sont pas écoutées. Le style de management participatif permet de rendre les individus plus satisfaits selon Kurt Lewin et plus ouverts au changement, en renforçant la cohésion et la dynamique de groupe et d'atteindre des niveaux de performance individuelle et collective plus élevés. Le management participatif est un processus de décision collective impliquant tous les salariés, management démocratique. Il s'agit de dialoguer, de négocier, de résoudre collectivement les problèmes, de décider en commun des solutions et de leur mise en œuvre.
Les formes concrètes du management participatif sont nombreuses et variées, parmi lesquelles il y a les procédures de décision par collectif, équipe autonome, groupe d'amélioration continue, groupe d'expression, cercle de qualité, groupe de travail qui sont utilisés dans les différentes organisations. Ces modes de management participatif sont à distinguer des dispositifs législatifs ou réglementaires garantissant des droits aux salariés, notamment d'expression tels que les délégués du personnel, les comités d'entreprise ou encore l'intéressement financier aux résultats. Comme exemple de la dynamique de groupe, on a Monsieur Benoît, fondateur de l'entreprise GFP, vente de grains de sel, fruits secs et popcorn, s'est fait connaître dans les années 80 et 90 pour instaurer un système de vote annuel sur sa direction. Noté sur une échelle de 0 à 10, par tous les salariés, plus d'une centaine, il devrait obtenir la moyenne pour rester à son poste. Les salariés étaient également consultés sur la stratégie et la politique d'investissement ou d'embauche. On va passer maintenant à Argyris, le théoricien qui a étudié la conduite des groupes à travers les structures d'une organisation dans l'école des relations humaines. L'ensemble de la structure organisationnelle pyramidale est source d'insatisfaction et de démotivation. Pour Argyris, l'organisation taylorienne, avec une division des tâches et un contrôle extrême, maintient les individus dans un état infantile de soumission et de fluctuation. Il s'ensuit des comportements improductifs d'absentéisme, de turnover, de conflit. La solution est de rompre avec la structure pyramidale pour construire une organisation saine qui libère l'énergie des individus. À l'organisation hiérarchique et verticale, il faut préférer l'organisation transversale et horizontale. On a ici deux représentations d'une organisation pyramidale. Par organisation pyramidale, on multiplie les niveaux hiérarchiques en multipliant les contrôles et la communication est ainsi descendante du sommet vers la base. Vous voyez sur l'image une présentation simplifiée d'une organisation horizontale qui réduit la hiérarchie, structure qui est plate. La communication est descendante, ascendante ou horizontale entre les départements ou équipes pointillés. Pour Argyris, il s'agit de réduire les niveaux hiérarchiques, de travailler en équipe par projet, rassemblant des individus provenant de différents services et métiers, de favoriser la communication entre les différents services ou départements, comités de liaison, de décentraliser le pouvoir de décision. Ce type de structure requiert un management participatif. Comme exemple des structures horizontales et transversales, on a le management ou le pilotage par le processus est une façon de structurer une entreprise pour rendre horizontale et transversale. Le fonctionnement de l'organisation ou de l'entreprise est découpé en processus, chaque processus étant un ensemble d'activités interdépendantes qui se combinent pour produire un bien ou un service, de la prise de commande à la livraison au client. Les différents acteurs provenant des différents métiers et départements de l'entreprise vont alors communiquer et se coordonner autour de chaque processus. On va passer à l'étude de MacGregor qui a étudié le comportement ou la conduite du groupe à travers deux théories, X et Y, de l'école des relations humaines. MacGregor s'est demandé quelle était la vision de l'homme au travail véhiculée par les théories du management. Il en tire sa célèbre opposition entre deux théories du leadership qui sont la théorie X et la théorie Y. Il montre que le style de management est déterminé par une idéologie ou des croyances. Il constate que le style de management le plus fréquent est le style autoritaire et hiérarchique, qui est la théorie X. Le manager qui l'adopte considère les subordonnés comme des individus qui en général n'aiment pas le travail et cherchent à l'éviter. Il pense donc qu'il faut les contrôler, les surveiller et les contraindre par des sanctions, et que les individus acceptent ce mode de fonctionnement par manque d'ambition et de refus des responsabilités. Autrement dit, si les individus sont paresseux et sans initiative, il faut l'imputer aux managers qui agissent selon la théorie X. Il propose d'adopter une autre théorie qu'il estime tout aussi valable, la théorie Y, selon laquelle les individus aiment le travail et sont prêts à s'impliquer, à faire des efforts, à apprendre. Ils sont aussi capables de s'autocontrôler. Cette théorie induit un management participatif, laissant l'initiative et la responsabilité aux individus, conduisant à leur satisfaction et à la réalisation de leurs aspirations, tout comme à l'accomplissement des objectifs de l'organisation. MacGregor a démontré que les entreprises adeptes
de la théorie Y était plus performante car non enfermée dans une bulle de règles. La confiance envers les salariés, la délégation et l'autocontrôle leur permettent de gagner en souplesse et en adaptabilité vis-à-vis d'un environnement changeant. Le cercle de la théorie X nous montre que les individus fuient le travail. On a un travail donc qui doit être contrôlé par des menaces ou des sanctions. On a une passivité des engagements au travail, refus de prendre des responsabilités et faible productivité. Donc, la théorie X est validée, ce qui nous montre que le travail doit effectivement être contrôlé par les managers. On passe alors à la dernière théorie de l'école des relations humaines, étudiée par Likert et à travers les différents styles de management. Likert est un psychologue américain qui a prolongé les travaux de Mayo. Ses recherches sur le thème de l'organisation du travail, paru dans le livre Le gouvernement participatif de l'entreprise, permettent de distinguer 4 styles de direction dans l'entreprise. En premier, le style autoritaire. Dans ce cas, l'autorité repose sur la crainte ou les sanctions. Le manager prend des décisions puis les annonce aux collaborateurs. De plus, les subalternes ne peuvent prendre aucune initiative. En second, on a le style paternaliste. Ici, le manager possède l'autorité et l'entretien des relations avec les salariés. En outre, un système de récompense et de sanctions est utilisé pour motiver l'équipe. Troisièmement, le style consultatif. Dans cette situation, le manager encourage le travail en équipe et met en place un système de récompense pour valoriser le travail. D'autre part, la relation est faite sur la confiance, notamment avec la consultation des collaborateurs avant la prise de décision finale. Dernièrement, le style participatif. Ce modèle repose sur plusieurs éléments. La prise de décision est décentralisée. La participation des collaborateurs à la gestion de l'entreprise est très importante. La motivation est faite par l'intéressement et la participation au résultat. En conclusion, il n'existe pas de bon ou de mauvais type de management. En revanche, le type de management doit être adapté à la situation, notamment en cas d'urgence. Le style directif sera alors privilégié. Si l'équipe se connaît bien et travaille ensemble depuis longtemps, on privilégie le style délégatif. Enfin, si les collaborateurs souhaitent avoir plus de responsabilité et d'autonomie, on privilégiera le style participatif. Cette école reste riche d'enseignements. Elle a très tôt fait un contrepoids aux excès du taylorisme et a développé une vision plus humaniste du travail. Toujours d'actualité, elle donne les fondements de gestion des ressources humaines qui modernisent les pratiques de ce qu'on appelait alors l'administration du personnel. Elle révèle enfin les facteurs humains et psychologiques pour réussir la conduite du changement dans une organisation. De fortes critiques ont été adressées aux travaux de l'école des relations humaines sur le plan méthodologique, difficulté à mesurer objectivement des états psychologiques et émotionnels des individus. Sur le plan conceptuel, on a la définition variable de la satisfaction, conception passive de la motivation ou encore sur le plan pratique, manipulation possible des salariés. Merci pour votre attention durant ce cours en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer soit un email ou soit un message sur la plateforme.